Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour, je m'appelle Monsieur V et j'ai le plaisir de vous accueillir dans l'épisode 2 du podcast Imparfait. Imparfait, c'est le podcast qui vous fait découvrir la franc-maçonnerie de l'intérieur. Chaque épisode est pour moi l'occasion de vous en apprendre un peu plus sur ce que c'est, mais aussi vous expliquer à quoi cela me sert au quotidien. Oui, je suis franc-maçon, et dans ce podcast, je vais vous expliquer pourquoi et comment devenir franc-maçon. Au sommaire de cet épisode, je vais partager avec vous les raisons pour lesquelles vous ne devriez pas devenir franc-maçon, ainsi que ce qui, pour moi, seraient les bonnes raisons de postuler. Nous verrons ensuite les différentes façons de devenir franc-maçon en 2022, et vous verrez que ce n'est pas si difficile. Vous vous apprêtez à entrer dans ma tête, alors bienvenue. Je vous propose qu'on commence cet épisode par les bonnes raisons de devenir franc-maçon. Alors, quand je dis les bonnes raisons de devenir franc-maçon, je vais d'abord et avant tout expliquer les raisons qui, moi, m'ont permis de devenir franc-maçon ou m'ont donné envie de devenir franc-maçon et vous partager un peu les raisons qui sont celles que j'ai le plus souvent entendues de la part d'autres francs-maçons. Alors, lorsqu'on s'interroge sur sa possibilité à être initié en tant que franc-maçon, le plus souvent, une des premières raisons qui revient et qui est, on va dire, partagée par les frères et sœurs qui sont devenus francs-maçons, c'est le fait d'en apprendre plus sur soi et sur les autres. Souvent, il y a une quête de sa personne et une quête de l'autre qui est à la base de l'envie de devenir maçon. Le but, très souvent, c'est d'apprendre à vivre en société et à penser une société qui réunit des êtres qui peuvent être très différents les uns des autres, tout simplement parce qu'on se connaît mieux et on connaît mieux le mode de fonctionnement des autres. Ça, c'est souvent la première des raisons. Ensuite, la deuxième raison la plus souvent citée, c'est le fait de travailler à trouver un sens à sa vie. Alors, ce que je veux dire par là, c'est pas qu'on ne peut pas avoir de sens à sa vie sans être franc-maçon. Bien sûr, ce serait très péjoratif. Non, l'idée c'est de dire qu'on met en place une démarche volontaire pour influer sur le cours de sa vie lorsqu'on rentre en maçonnerie. En fait, on prend les rênes de son projet de vie, on construit une destinée, une envie d'aller vers l'avant grâce à cette démarche d'initiation et cette démarche d'intégration de la franc-maçonnerie. C'est quelque chose qui est de l'ordre de l'actif comparé à ce que pourrait être une démarche passive où on laisse la vie nous amener vers quelque chose d'autre. Et enfin, la troisième raison, qui est très souvent citée, c'est le fait de se raccrocher, d'expérimenter une méthode qui s'appuie sur des pratiques anciennes et structurées. Alors, quand je parle de pratiques anciennes et structurées, bien entendu, je veux parler du rituel, des décors, des traditions, des mythes fondateurs qui sont présents en maçonnerie et qui permettent à des personnes qui le souhaitent de s'inspirer de ces éléments-là pour faire le travail dont on parlait juste avant. Et étrangement, c'est quelque chose qui, bien que s'appuyant sur des pratiques ancestrales anciennes, reste très utilisable au quotidien, et c'est tout l'intérêt de la maçonnerie, c'est d'utiliser ces pratiques anciennes dans la vie dite profane, c'est-à-dire la vie en dehors de la maçonnerie. Alors bien sûr, ces raisons de devenir franc-maçon, il en existe certainement beaucoup d'autres. Chaque franc-maçon aura les siennes. Peut-être que certaines dont j'ai parlé résonnent, si vous êtes franc-maçon et que vous m'écoutez, avec votre parcours, votre envie d'être initié. Et j'ai envie de dire, chacun y mettra ce qu'il a envie. En dehors de ces bonnes raisons de devenir franc-maçon, je voulais partager avec vous ce qui, selon moi, serait de mauvaises raisons d'entrer en franc-maçonnerie.
Alors, mauvaise raison au sens où ce serait quelque chose qui amènerait à un échec à la fin, un échec ou une désillusion la plupart du temps. Alors, la première mauvaise raison, j'ai envie de dire que c'est l'idée d'entrer dans une confrérie qui serait censée diriger le monde. Alors ça va faire rire certainement tous les francs-maçons qui nous écoutent, mais non, les francs-maçons ne dirigent pas le monde. Non, nous n'avons aucun plan secret, aucun élément particulier à disposition. C'est d'ailleurs un travail qu'on va devoir faire lorsque l'on est franc-maçon pour essayer de déconstruire ce mythe du franc-maçon qui aurait un plan secret pour dominer le monde. Très souvent, on nous mélange de manière indifférenciée avec les Illuminati, les Rose-Croix ou d'autres, on va dire, groupes ésotériques parfois. Non. Si vous venez pour espérer diriger le monde, espérer avoir une espèce de poids sur le monde, vous serez déçus, donc ne venez pas pour ça. Il y a peut-être d'autres moyens plus intéressants pour le faire. Je ne les connais pas, je vous avoue, mais il y a certainement d'autres moyens. En tout cas, la franc-maçonnerie n'est pas une bonne façon d'essayer de diriger le monde. La deuxième raison qui me semble plutôt mauvaise, ou en tout cas qui ne va pas forcément vous apporter satisfaction, c'est l'espoir de tirer de votre initiation un bénéfice social, politique ou professionnel. Alors j'ai vu souvent des hommes politiques, des chefs d'entreprise, ou simplement des personnes qui sont avides de reconnaissance sociale, se présenter en loge, demander à être initiées, et en fait, très souvent, ces personnes sont déçues. Elles sont déçues parce que non, le fait d'être franc-maçon ne nous apporte pas de bénéfices, j'ai envie de dire, social, politique ou professionnel spécifiques par rapport à d'autres. On n'obtiendra pas plus de promotion, on n'obtiendra pas plus de voix à une élection, on n'obtiendra pas plus de reconnaissance de la part des autres lorsque l'on deviendra franc-maçon. En général, d'ailleurs, on se rend compte que ces personnes qui viennent pour ce sujet-là arrivent à peine au grade de maître, arrivent difficilement à la maîtrise, et quand elles arrivent à la maîtrise, la plupart du temps, on ne les voit plus venir ensuite, parce que finalement, elles sont déçues parce qu'elles trouvent... Dans la maçonnerie, elles sont déçues parce qu'elles n'ont pas les avantages qu'elles espéraient avoir, et donc au bout d'un moment, finissent par soit démissionner, c'est le cas qui arrive assez souvent, soit être même exclues pour défaut d'assiduité, parce qu'elles ne sont plus présentes et qu'elles ne participent plus aux travaux de leur loge. Enfin, la dernière raison pour laquelle je vous invite à ne pas devenir franc-maçon, ce serait la curiosité. Oui, si vous êtes curieux, si vous voulez savoir ce qui se passe en loge, si vous voulez découvrir plus d'informations sur la maçonnerie, ne devenez pas franc-maçon. Il existe des centaines, voire des milliers de livres. Il existe des vidéos, il existe des podcasts. Vous avez largement de quoi faire dans la littérature et sur Internet pour assouvir votre curiosité sur la franc-maçonnerie. Il existe de très bons ouvrages. Si vous en voulez, n'hésitez pas à les demander en commentaire de ce podcast sur YouTube ou sur Facebook par exemple. Je vous donnerai des bons livres à lire le cas échéant. Si vous voulez des bons podcasts ou de bonnes vidéos à regarder, je pourrais vous en donner. Les obédiences, dont on parlera un peu plus loin, produisent du contenu. Elles produisent des livres blancs, elles produisent des plaquettes, elles produisent des articles, elles produisent des vidéos sur YouTube. Donc toute la matière pour découvrir la franc-maçonnerie existe déjà. Les seuls qui ne les trouvent pas, ce sont les gens qui cherchent des choses qui n'existent pas. On ne parlera pas spécialement aujourd'hui des complotistes, mais les gens qui pensent qu'il y a un complot, qu'on se cache, que c'est secret, c'est des gens qui n'ont pas fait de bonnes recherches et qui ne trouvent pas l'information là où elle est, c'est-à-dire sur les médias qui parlent de la maçonnerie de manière sérieuse. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, ne perdez pas du temps à vous faire initier si c'est juste de la curiosité, vous aurez largement assez d'informations dans tous ces éléments-là. Et j'ai envie de dire même, je suis sûr que vous pourrez trouver sur des forums, sur Facebook, dans votre entourage, des gens qui sont francs-maçons et qui pourront vous expliquer
avec force détail et avec suffisamment d'informations ce que c'est pour assouvir votre curiosité et vous éviter d'avoir à perdre du temps à faire tout le parcours maçonnique parce que c'est un long processus et à faire perdre du temps aux gens qui vous accepteront dans leur loge si jamais vous ne venez pas motivé pour réellement faire de la maçonnerie. Donc voilà mes 3 mauvaises raisons de devenir franc-maçon. Espérer dominer le monde, espérer en tirer un bénéfice social, ou simplement par curiosité. Si toutefois vous n'êtes pas dans cette configuration et que vous vous êtes retrouvé dans les premiers éléments que j'ai cités, les bonnes raisons d'entrer en franc-maçonnerie, alors vous allez pouvoir chercher à devenir franc-maçon, postuler en franc-maçonnerie, et je vais vous expliquer dès maintenant comment c'est possible de le faire. Alors il existe 2 voies principales pour devenir franc-maçon. La plus courante est celle de la cooptation, c'est-à-dire qu'un autre franc-maçon, un frère, une sœur, vous proposera d'intégrer la franc-maçonnerie et vous parrainera. Ou alors, il existe aussi la candidature spontanée, qui est un mode d'accès plutôt minoritaire actuellement, car assez souvent ignoré par les profanes qui ne connaissent pas la franc-maçonnerie. Commençons tout d'abord par ce qui est le plus fréquent, c'est-à-dire la voie de la cooptation. Alors dans le cas de la cooptation, il y a 2 cas de figure un peu différents qui peuvent exister. Dans le premier cas, on est face à une démarche personnelle, c'est-à-dire que vous allez solliciter un proche que vous connaissez et que vous savez être franc-maçon pour lui poser des questions sur le moyen d'entrer en franc-maçonnerie. C'est de votre fait et de votre sollicitation que ça se passe. En règle générale, ce frère ou cette sœur va jauger votre motivation à devenir un frère ou une sœur, et il va essayer de savoir quel type de loge pourrait le mieux vous convenir. Tout ça pour pouvoir vous mettre en relation avec le président, ce qu'on appelle le vénérable maître d'une loge, qui correspond à votre profil, à votre caractère, à vos spécificités tout simplement. Alors, il se peut que ce soit sa propre loge, qu'il vous mette en relation avec son vénérable maître, mais s'il vous connaît bien et qu'il juge qu'une autre loge qui n'est pas la sienne pourrait mieux vous convenir, il n'hésitera pas à vous orienter vers la loge adéquate. Peut-être aussi que vous n'habitez pas dans la même ville, si c'est quelqu'un de votre famille qui habite ailleurs, ou une amie, une relation que vous avez qui habite ailleurs, alors à ce moment-là, il va vous mettre en relation avec une loge proche de chez vous, de manière à vous permettre de débuter votre parcours initiatique au plus près de votre domicile. Le second cas de figure qui existe et qui correspond au parrainage, c'est celui où un ou une profane qui ne s'est pas encore montré intéressé par le sujet de la franc-maçonnerie, mais qui est jugé comme étant capable de s'épanouir en devenant un frère ou une sœur de la vie d'un autre franc-maçon, est contacté par ce franc-maçon. Donc dans ce cas de figure, le frère ou la sœur va se dévoiler à cette personne, il va lui dire qu'il est franc-maçon, et il va lui proposer d'en apprendre plus sur la franc-maçonnerie au cours d'une ou plusieurs conversations. Voire même, il peut être amené à vous inviter à ce qu'on appelle une conférence ouverte au public. La plupart du temps, on parlera de tenue blanche ouverte. On reviendra sur un peu le vocabulaire qui est utilisé en franc-maçonnerie dans le prochain épisode, mais voilà, retenez une conférence publique, et ensuite, il pourra vous proposer de rejoindre son atelier ou un autre. Ce processus peut être très rapide, ça peut durer quelques semaines, quelques mois, mais il peut prendre, voire une année, peut-être même plusieurs années, le temps que vous vous montriez intéressé par la démarche de devenir franc-maçon, que vous manifestiez de manière active l'envie de rejoindre la franc-maçonnerie. En réalité, c'est toujours parce que la personne va nous demander d'entrer et de continuer le parcours que cela va se faire, et c'est
c'est plus rarement à l'initiative de ce qu'on va appeler le parrain, ou en tout cas la personne qui se dévoile, tout simplement parce que ce qu'on cherche à comprendre, c'est est-ce que la personne a réellement envie de le faire, ou est-ce que simplement elle ne répond pas à une demande qu'on va lui faire. Donc c'est toujours plus intéressant que ça vienne de la personne directement, et donc on attend en général que la personne se manifeste et nous dise « bon, j'aimerais pouvoir continuer ce parcours initiatique » pour pouvoir la mettre en relation avec le vénérable maître. Alors, ça peut d'ailleurs tout à fait ne pas aboutir. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas intéressé par le sujet, ou si vous ne souhaitez pas vous engager dans cette démarche qui est l'initiation maçonnique, vous avez le droit complètement de refuser. Ça n'est absolument pas un problème. Mais si vous manifestez de l'intérêt, si vous en avez envie, alors une fois que vous aurez manifesté votre intérêt, votre envie de rejoindre la franc-maçonnerie, alors vous serez mis en relation avec le vénérable maître d'une loge, soit celle de votre parrain, soit une autre, afin de débuter votre parcours initiatique. Ce qu'on appelle le parcours initiatique, c'est toute la phase qui permet de devenir franc-maçon. Alors, la deuxième possibilité qui s'offre à vous, c'est celle de devenir franc-maçon grâce à la candidature spontanée. Là, ce cas de figure, c'est si vous ne connaissez pas de franc-maçon. Alors, dans ce cas-là, ça paraît plus compliqué de devenir franc-maçon, puisqu'on n'a pas de contact particulier, alors qu'en réalité, c'est tout à fait possible de postuler et d'être initié. D'ailleurs, je fais partie des frères et des sœurs qui ont fait une candidature spontanée pour être initiés, donc je connais particulièrement bien la façon dont ça se passe, et je suis la preuve vivante que c'est possible. Je ne connaissais aucun franc-maçon avant d'avoir été initié. Donc, dans ce cas de figure, il va falloir commencer par choisir une obédience dans laquelle vous allez postuler. Et là, le mot « choisir » est sûrement assez mal à propos. En tout cas, la plupart des candidats qui se présentent spontanément n'ont que peu de connaissances, en fait, des différences qu'il y a entre les obédiences. Et ce manque de connaissances, ça complexifie le choix d'une obédience, parce que du coup, vous n'avez pas la possibilité de comparer les choses, vous ne savez pas où chercher l'information. Alors, heureusement, à l'heure actuelle, toutes les obédiences disposent d'un site internet. Elles y exposent sur ces sites internet leurs particularités, les objectifs, les spécificités de l'obédience. Donc, n'hésitez pas à consulter ces sites. Je ferai certainement un épisode sur les différences entre les obédiences, mais pour l'épisode d'aujourd'hui, je vais me contenter de vous expliquer ce qu'est une obédience. Et vous pourrez aller sur les différents sites web ensuite pour avoir plus d'informations. Alors, une obédience, c'est tout simplement un regroupement de loges qui s'organisent sous forme d'une espèce de fédération. Leur but est de mutualiser leurs efforts, que ce soit d'un point de vue matériel, gestion des locaux, pratique des rites, communication. Elles cherchent à se fédérer pour avoir, on va dire, une démultiplication des efforts. Alors, bien sûr, les loges restent le plus souvent des loges dites souveraines, c'est-à-dire qu'elles sont libres de se gérer et d'initier qui elles souhaitent. Mais lorsqu'elles adhèrent à une obédience, elles se mettent d'accord avec l'ensemble des loges qui rejoignent l'obédience pour suivre un certain nombre de règles communes. Alors, les obédiences se distinguent notamment par l'intermédiaire de ces règles et de pratiques qui sont propres à chacune de ces obédiences. Donc dans certaines obédiences, par exemple, la croyance en un dieu, pas forcément en un dieu particulier, mais le fait d'être croyant est une obligation. Parfois, c'est la croyance en un dieu spécifique qui est une obligation. Et dans d'autres, ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune croyance en Dieu qui est imposée. Dans certaines obédiences, les loges sont mixtes, ou alors exclusivement masculines, ou même exclusivement féminines. Il existe des obédiences qui proscrivent le travail sur des sujets de société, et d'autres qui les tolèrent. Le but des obédiences, c'est d'essayer de regrouper des individus qui ont les mêmes envies, les mêmes objectifs, et de les faire travailler avec la même méthode, mais à partir de ces envies et ces objectifs.
Alors, c'est pour ça que c'est important pour vous de choisir la bonne obédience, pour vous assurer d'avoir un parcours maçonnique qui soit en cohérence avec votre personnalité, en adéquation avec votre personnalité, et permettre de vous épanouir pleinement. Alors bien entendu, si jamais il devait y avoir un souci, par exemple vous seriez trompé complètement d'obédience, ou vous n'avez pas choisi d'obédience et vous êtes déjà initié, ce sera possible de changer ultérieurement. En fait, il y a quasiment toujours moyen de passer d'une loge à une autre, d'une obédience à une autre. C'est une démarche particulière qu'il faut initier. C'est un processus qui peut prendre un peu de temps, et c'est souvent un processus qu'on met en place plutôt à partir de la maîtrise. Il n'y a rien qui interdit de le faire avant, hein, bien entendu. C'est juste que lorsqu'on est, on va dire, apprenti ou compagnon, on reviendra sur les différents grades qui existent en maçonnerie, mais lorsqu'on est apprenti et compagnon, on est dans une phase qu'on appelle la phase d'instruction, de découverte, d'apprentissage, et donc on a besoin d'un peu de stabilité pour arriver à construire, on va dire, l'ensemble de ses connaissances, et lorsque l'on est au grade de maître, l'instruction étant un peu moins présente, c'est plus facile de changer. Mais rien n'interdit de le faire, même au tout début de son parcours maçonnique. Alors vous allez me dire, mais finalement, quelles sont les obédiences maçonniques qui existent en France ? Parce que très souvent, on en connaît une ou deux, les deux plus connues, hein, Grand Orient de France et Grande Loge de France, qui sont deux obédiences importantes d'un point de vue du nombre de frères et sœurs qui sont présents, mais aussi par leur place historique dans la maçonnerie, mais il en existe beaucoup d'autres. Alors, je ne vais pas toutes les lister parce qu'il y en a beaucoup, mais je vous mettrai pas en commentaire, mais en description de ce podcast, une liste d'obédiences maçonniques avec les sites web associés à ces obédiences, juste pour les citer et pour que vous ayez quelques noms en tête. Alors, je les ai classés par ordre d'apparition, on va dire, par ordre historique, pour justement une question de convenance et éviter de froisser les égos de chacun. Donc la plus ancienne en France, en tout cas donnée par la littérature, c'est le Grand Orient de France. Vous retrouverez aussi le droit humain, la Grande Loge de France, la Grande Loge nationale de France, la Grande Loge féminine de France, la Grande Loge traditionnelle et symbolique opéra, la Grande Loge française du rite ancien et primitif de Memphis-Misraïm, la Loge nationale française, la Grande Loge mixte universelle, l'Ordre initiatique et traditionnel de l'art royal, et la Grande Loge mixte de France. Je vais m'arrêter là pour les principales obédiences. Il en existe d'autres, parfois plus petites, parfois plus récentes. Vous pourrez les retrouver assez facilement, même à partir des sites des obédiences que je vous ai données. La plupart du temps, elles font des liens vers ce qu'on appelle les obédiences amies, et donc vous retrouverez la plupart du temps les noms et les liens sur ces sites-là. Une fois que vous aurez choisi une obédience, dans la plupart des cas, vous trouverez une page dédiée sur le site web à la candidature spontanée. Alors, il se peut que cette page se trouve sous un onglet qui s'appelle « Adhésion » ou « Nous rejoindre » ou « Devenir franc-maçon ». Voilà, cherchez un petit peu, vous verrez, chaque site a sa façon de l'appeler, mais globalement, c'est assez simple. Une fois que vous serez sur cette page, vous aurez le plus souvent un formulaire à remplir, avec vos informations d'identification. On vous pose quelques questions pour apprendre à vous connaître. Et puis, on vous demande aussi de rédiger et de proposer une lettre de motivation à joindre à votre candidature. Le but étant de comprendre les raisons qui vous amènent à postuler en franc-maçonnerie. Alors, cette candidature ne sera pas à proprement traitée par l'obédience. En fait, cette candidature que vous allez envoyer, alors soit directement dans le formulaire, soit par email, soit dans de rares cas par voie postale, va être simplement contrôler pour s'assurer que l'ensemble des informations sont bien présentes dans la candidature, et ensuite elles vont être transférées à une loge qui est proche de chez vous. Donc en fait, l'obédience, elle ne va pas du tout choisir qui va être initié, elle va simplement transférer cette candidature à une loge, et c'est la loge qui recevra votre candidature, en général proche de votre lieu de résidence, qui vous contactera et qui va faire le travail de savoir si oui ou non vous avez le profil pour entrer en maçonnerie. Alors, s'il existe plusieurs loges autour de chez vous, parce que ça peut arriver, selon la ville dans laquelle vous êtes, il peut y avoir plusieurs loges, à ce moment-là, en général, l'obédience se charge de
on va dire, de fournir équitablement entre toutes les loges des candidatures, et donc c'est un peu le hasard qui va vous amener à être présenté à une loge plutôt qu'une autre. Mais vous verrez, dans le processus initiatique, la plupart du temps, il y a une première phase de discussion, et parfois les loges, lorsqu'elles sentent que le candidat ne sera pas adapté à leur loge, va les réorienter vers une autre loge qui leur semble plus intéressant. Elles font un peu le travail dont on a parlé lorsqu'on a parlé de la cooptation et du parrain à ce moment-là. Et à partir du moment où votre candidature est présentée à la loge, est envoyée à la loge, eh bien votre parcours initiatique, il va rejoindre celui des personnes qui sont cooptées ou parrainées, puisque à partir de ce moment-là, vous allez suivre exactement le même parcours qu'eux. Le parcours initiatique sera exactement le même, il n'y aura plus du tout de différence. D'ailleurs, à la fin, on ne sait pas qui a été initié sur cooptation ou sur candidature spontanée. Il n'y a rien qui ne nous permet de différencier l'un ou l'autre des maçons et des maçonnes qui ont été initiés. Alors, j'irai pas plus loin pour ce second épisode, parce que je vais traiter du parcours initiatique dans un épisode spécifique, donc je vais pas vous dévoiler ce qu'il y aura dans cet épisode, mais je vous promets qu'il y aura un épisode sur le sujet pour comprendre un peu mieux ce qui se passe avant d'être initié. J'espère que ce podcast va vous avoir apporté toutes les informations que vous étiez venu chercher. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser, soit en commentaire sur YouTube ou sur Facebook. Je me ferai un plaisir d'y répondre, et peut-être même que ça fera l'objet d'une vidéo spécifique ou d'un podcast spécifique pour répondre à ces différentes questions. Voilà, ce second épisode touche à sa fin, et si vous avez envie de continuer l'aventure avec moi, je vous invite à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme préférée et à me suivre sur Facebook et YouTube pour être notifié du prochain épisode qui aura pour thème le jargon de la franc-maçonnerie, un petit lexique pour s'y retrouver dans le langage maçonnique. Ce sera pour moi l'occasion de vous donner quelques bases de vocabulaire pour vous aider à comprendre les prochains épisodes de ce podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, faites-le connaître autour de vous en le partageant sur les réseaux sociaux et en me laissant un commentaire sur votre plateforme de podcast favorite. C'était Monsieur V, je vous dis à très vite pour le prochain numéro et n'oubliez pas de prendre quelques minutes pour penser mieux. Bise.